Allô mon amour, je suis dans votre cour, donnez-moi le code du bâtiment, mon amour. Eh bien, je ne l'ai pas. Je ne suis pas là aujourd'hui pour parler d'A36B ou autre 51B43, mais bien pour parler d'un autre type de code, un code de jeu, qui ne vous aidera pas à ouvrir un immeuble, ou alors très difficilement, mais mon cœur, ça c'est sûr. Oh my God! De qui, les gens qui connaissent le théâtre, les gens qui connaissent pas le théâtre. En tout cas, c'est fait par quelqu'un qui y voit sa vie. Oh, arrête, s'il te plaît. Le Une assiette pour y disposer tes larmes, s'il te plaît. Belle assiette, c'est ta mère qui l'a. En fait, il faut regarder où les gens ont mis leurs traces de doigts et faire des suppos. Le code de jeu, mais qu'est-ce que c'est? Merde, c'est quoi la blague après? Bien, il s'agit d'aller au plateau et d'énumérer des chiffres, des nombres. Et non, tu ne peux pas toujours cacher ta peur de la mort derrière une ironie mal maîtrisée. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a une différence entre... et entre... Non, pas brusquement, plutôt à mesure que nous évoquions les rognons flambés, rognons flambés, rognons flambés. Outre la différence de regard de mise en scène qui se fait de moins en moins acéré et intéressant avec les années, on peut discerner une différence de code de jeu. Donc, là, on a un problème. C'est que je peux pas du tout parler en fait de code de jeu sans parler du contexte historique et donc du regard de mise en scène. C'est galère. Bon, du coup, je vais essayer de relier les codes de jeu à une rapide histoire du théâtre occidental. J'ai jamais fait d'études théoriques, j'y connais pas grand-chose, donc ça risque d'être aussi bâclé, incomplet et mal avenu que ma propre procréation. On va passer par en dessous. Vers moins 535 environ, à Athènes, il y avait un truc qu'on appelait les Dionysies. C'était des fêtes, en gros, tu buvais du vin, tu faisais des danses cheloues autour de statues en forme de tub, et à un moment, il y a un mec qui se met sur une charrette, qui s'appelle Thespis, qui dit 2-3 trucs. On est en mode putain c'est énorme, ça on va, non mais attends. Et on décide de cadrer un peu le truc. On va faire 15 choristes, 1 à 3 solistes devant, masqués, toujours des hommes hein, évidemment, qui vont hurler face publique des trucs, ça va être, on va appeler ça la catharsis. C'est-à-dire que les mecs devant ils vont ressentir des trucs pour que toi, public, tu sois purgé de tes émotions. Il faut un truc pour faire levier. Les gens gênent, ils haïssent. Ils calomnient maladivement, ils viennent vers vous de billets, vous regardent de travers, et ils décrètent. Oh, c'est un psychopathe, ou bien c'est un phraseur. Et quand ils ne savent pas quelle étiquette me coller sur le front, ils disent... Oh, c'est un homme étrange. J'aime la forêt, c'est étrange. De rapports purs, libres, immédiats. À la nature et aux hommes, il n'y en a Plus du tout. Bon, après, en gros, ils se font attaquer par les Romains, qui préfèrent des formes un peu plus légères, qui sont pas écrites en vers, j'ai pas trop bien compris. Mais après, c'est le Moyen-Âge, qui est une période qui va de 300 à 1600. C'est plus de 1000 ans d'histoire, hein, mais c'est une période qu'on a très peu documentée, qu'on a beaucoup fantasmée. Mais en gros, on peut affirmer que c'est là qu'on a commencé à créer les farces, les sottis, les moralités, en gros, plutôt des formes où on va singer, commencer à incarner des figures d'autorité ou de pas d'autorité. À mon avis, ça date d'avant. Hein. À mon avis, dès qu'on a pu verbaliser le langage, on a fait « Bonjour, je suis le chef. » Excellent ce que tu fais. On va appeler ça théâtre. Les gens gênent. Ils haïssent. Ils calomnient maladivement. Ils viennent vers vous de biais, vous regardent de travers et ils décrètent « Oh, c'est un psychopathe !» Ou bien « C'est un phraseur !» Et quand ils ne savent pas quelle étiquette me coller sur le front, alors ils disent « Oh, c'est un homme étrange. J'aime la forêt, c'est étrange. » De rapport pur,
nature et aux gens. Plus du tout. D'accord. En fait, globalement, le théâtre et ses formes de théâtre, elles naissent là où il est interdit, le théâtre. Parce qu'il y a un contrôle autoritaire quelque part. Par exemple, pendant le Moyen-Âge, le théâtre qui n'est pas religieux, il est considéré comme profane. Après, pendant la Renaissance, comme il y a eu plein de guerres, nanani nanana, il y a besoin d'un État fort qui contrôle tout. En Angleterre, après la reine Elisabeth, c'est le roi qui contrôle tout. Au XVIIe, en France, c'est aussi le roi qui contrôle tout et qui veut que personne d'autre joue que sa troupe à lui. Donc forcément, faut s'arranger, tu vois. Et ça donnait des trucs de ouf. Comme par exemple, le roi interdisait, si on faisait pas partie de sa troupe, qu'on rentre en marchant sur scène, bah, les gens rentraient en marchant sur les mains. J'adore. C'est ça pour moi, l'essence du théâtre. Mais c'est vrai, quand t'es face à quelque chose, un obstacle, quelque chose qui t'empêche d'avancer, tu le détournes, tu le regardes d'un autre angle et t'en fais un truc grave marrant. C'est une émission de télé pour les JO de Saint-Denis ? Ah, bah... oui. D'accord. Ah bah venez, je vais vous ouvrir. Bah c'est très gentil. On vous suit. Merci. Hop, par là. L'ouverture du code. Il sait pas son propre. Après, avec le théâtre classique au XVIIIe, puis le drame romantique au XIXe, on pense plus seulement le théâtre comme un lieu d'où l'on voit, mais aussi où on est vu. T'as capté. On commence à créer de plus en plus de lieux de théâtre. Ça fleurit partout, peut-être parfois un peu trop. Et on invente le vaudeville, les cafés-concerts. Bref, les théâtres privés fleurissent. Ces gens gênent. Ils haïssent. Ils calomnient maladivement. Ils marchent vers vous de pied, vous regardent de travers et ils décrètent. Oh, c'est un psychopathe. Ou bien, c'est un phraseur. Quand ils ne savent pas quelle étiquette vous coller sur le front, alors ils disent... Oh, c'est un homme étrange. Étrange. J'aime la forêt. C'est étrange. Le rapport immédiat, pur, libre à la nature et aux gens. Il n'y en a plus. Plus. Donc comme tu peux le voir, le théâtre évolue avec l'État. Plus l'État va se libéraliser, plus on va créer des lieux de théâtre, et moins on va penser le théâtre comme une forme contestataire. Et on se retrouve par exemple avec des metteurs en scène qui mettent en scène les Jeux Olympiques, qui détruisent ma ville. Hein ? Mais vous n'êtes pas là pour les Jeux Olympiques en fait ? Si, oui. Au XXe siècle naissent des drames surréalistes sans aucune action. On pense les décors, les scénographies comme des trucs énormes et on s'inspire de la pensée de dramaturges comme Meyerhold et Stanislavski. Alors pour le premier, le jeu, ça doit partir de la biomécanique du corps qui va délivrer des signes. Et pour le second, il faut être au plus proche de l'humain dans sa vérité scientifique. Essayer de reproduire la réalité. C'est ce qui va donner le jeu naturaliste qu'on va, par exemple, retrouver au cinéma. Les gens gênent. Ils haïssent. Ils calomnient maladivement et ils viennent vers vous de pied. Vous regardent du travers. Ils disent « Ah, c'est un psychopathe ». Ou bien « Ah, c'est un phraseur ». Et quand ils savent pas quelle étiquette vous collez sur le front, ils disent « Oh, c'est un homme étrange, j'aime la forêt ». C'est étrange. De rapport pur, simple, libre, à la nature et aux hommes, il n'y en a plus du tout. Au XXIe siècle, on réenlève les décors, on revient à un théâtre nu, de textes aussi pour critiquer la production capitaliste. Les gens gênent, ils haïssent, ils calomnient maladivement, ils viennent vers vous de billets, vous regardent de travers et ils décrètent. Oh, c'est un psychopathe. Et Allô mon amour, je suis dans votre cour, donnez-moi le code du bâtiment, mon amour. Eh bien ce code, je ne l'ai pas. Je ne suis pas ici pour parler de A36B et au... Il serait vain de se détourner du passé pour ne penser qu'à l'avenir. C'est une illusion dangereuse de croire qu'il y a même là une possibilité. L'opposition entre passé et avenir est absurde. L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner notre vie elle-même. Mais pour donner, il faut posséder. Et nous ne possédons d'autre vie, d'autre sève, que les trésors hérités du passé et digérés, assimilés, recréés par nous. De tous les besoins de l'âme humaine, il n'y a pas de plus vital que le passé.